Chers auditeurs, je rappelle que nous sommes avec Laurent Dandrieux. Vous venez de publier aux éditions Artege Le Roi et l'Arlequin, Louis XIV, Molière et le théâtre du pouvoir. Ce qui est intéressant dans vos propos, Laurent Dandrieux, entre autres, c'est que vous insistiez tout à l'heure, on est probablement fixé sur cette image du grand siècle, j'allais presque dire la seconde partie du règne, quand Louis XIV est installé à Versailles, qu'il est le monarque solaire qu'on connaît, celui qui va mettre en scène les tragédies de Racine, qui va faire peindre la gloire de son règne. Mais nous sommes encore dans une recherche. Vous parliez de cette volonté de s'accorder au goût du peuple. Vous disiez qu'il comprenait l'erreur d'avoir invité le Bernin. Alors je renvoie nos auditeurs à votre livre qui était fascinant, Le Roi et l'Architecte. Mais sincèrement, est-ce que justement il n'y a pas chez ce jeune homme un sens très aigu qui manque aujourd'hui à nos politiques de ce que le peuple attend, ce peuple qui sort de la fronde, ce peuple qui a fait trembler le pouvoir monarchique, et qu'en fait, il a besoin de reséduire pour le ramener à lui et le ramener à l'idée de la monarchie. Oui, il a besoin de le séduire, mais il a besoin de le séduire en lui montrant qu'il partage avec lui quelque chose qu'ils ont en commun. Et c'est vraiment toute la différence avec nos politiques d'aujourd'hui. Et j'ai coutume de brosser un parallèle qui est peut-être un peu audacieux, tellement les deux choses sont disproportionnées, mais entre les relations de Louis XIV avec Molière et ce que nous avons vu récemment avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui avait reçu la bénédiction d'Emmanuel Macron, et on est dans deux logiques absolument non seulement différentes, mais opposées. C'est-à-dire que pour Louis XIV, une politique artistique est évidemment une politique nationale, c'est-à-dire que c'est une politique qui doit refléter et faire écho à l'âme du peuple et au génie français, à ce que la France a de particulier en son génie. Et au contraire, les promoteurs de cette cérémonie d'ouverture des JO ont assumé le fait d'avoir voulu faire le contraire d'un roman national et donc ne faire référence qu'à des choses qui n'étaient pas spécifiquement liées à l'identité française, mais au contraire se rattachaient à des valeurs complètement abstraites, qui sont en fait les valeurs modernes, tolérance, inclusivité, démocratie, tout ce que vous voulez, qui n'ont évidemment rien de spécifiquement français. Et en fait, c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques culturelles n'ont absolument plus rien de national, elles sont complètement déracinées. On parle en architecture, par exemple, d'un style international qui triomphe absolument partout. On bâtit les mêmes aéroports, les mêmes hôtels, que ce soit à Mexico, à Shanghai ou en Asie ou en Afrique. Et donc, il y a une dimension qui tourne véritablement le dos à l'identité nationale et à l'identité culturelle des peuples dans les politiques d'aujourd'hui, alors qu'effectivement, Louis XIV nous a montré qu'une vraie politique artistique était une politique évidemment enracinée. Il y a quelque chose de très frappant d'ailleurs dans cette première rencontre, non pas première rencontre parce qu'ils se connaissent, mais première rencontre autour des planches de Molière et de Louis XIV, c'est que justement ce qui va séduire le roi lors de cette rencontre de 1658, ce n'est pas du tout la pièce de Corneille que Molière a voulu mettre en scène, dans laquelle, paraît-il d'ailleurs, il n'est pas bon. Et quand il le comprend, il va partir sur l'une de ces farces dont il a le secret. Et ces farces, ce sont des farces paysannes, inspirées d'un très vieux fond populaire français, qu'il a beaucoup joué en province pendant les 12 années qu'il y a passé. Et je trouve très remarquable, justement, que ce qui fait rire le roi sans tenir les côtes, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est précisément le fait qu'il communie avec ce goût populaire du public de base, de la paysannerie française, des villageois, des petits bourgeois, qui vont s'amuser à des choses très simples et que certains trouveraient peut-être même un peu vulgaires. Oui, c'est très étonnant, mais il y a cette double facette chez Louis XIV, qui aimait effectivement aussi les tragédies de Racine et celles de Corneille quand elles étaient bien jouées, mais qui ne déteignait pas une grosse farce qui tâche, on dirait aujourd'hui, et qui n'avait aucune forme de snobisme vis-à-vis de cela. Je pense d'ailleurs que lors de cette première représentation de Molière devant la cour au Louvre, les courtisans probablement ont dû guetter la réaction de Louis XIV pour savoir s'il était convenable de rire à ces grosses plaisanteries ou si au contraire il fallait se tordre le nez. Ils ont évidemment suivi l'exemple de Louis XIV et Louis XIV les a autorisés à en rire par sa propre hilarité. Mais effectivement, il y a quelque chose de très
de très naturel et de très simple dans ce goût de Louis XIV pour Molière, qui par ailleurs ne détestait pas non plus les divertissements un peu plus sophistiqués, et notamment, je pense à cette semaine de plaisir versaillais à laquelle a participé éminemment Molière aussi, mais qui s'appelait Les plaisirs de l'île enchantée, qui repose sur un romanesque chevaleresque beaucoup plus précieux, qui est assez éloigné pour le coup du comique de Molière. Mais effectivement, il y avait cette double facette dans le goût du roi. Bon, d'ailleurs, dès l'année suivante, en 1659, lorsqu'il il donne Les Précieuses ridicules, on peut considérer que Molière change de registre. Alors, qu'est-ce qui va plaire justement à Louis XIV dans ce changement de registre? Parce que nous entrons là dans un toute autre histoire. Nous sommes dans le domaine de la satire, de l'art de tourner les ridicules de l'époque et des autres époques, de les placer sous les feux de la rampe, justement, de dire regardez comme c'est grotesque, comme c'est drôle, ça n'a rien perdu. Vous savez, c'est le vers du Musset, Molière, ce génie si profond que quand on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Eh bien, c'est tout à fait cela. Mais qu'est-ce qui plaît à ce point-là à Louis XIV dans ce qui va devenir finalement une critique acerbe des travers de son temps? On va le voir avec Les Précieuses, on va le voir avec L'école des femmes, on va le voir avec le médecin malgré lui, avec le bourgeois gentilhomme, avec en fait toute l'œuvre de Molière, avec le misanthrope bien entendu, et puis nous y reviendrons, ce sera Tartuffe. Mais justement, est-ce que le roi est sensible à cette mise en boîte des travers humains? Oui, je pense. D'abord, il y est sensible parce que Molière sait la mettre en œuvre de manière drôlatique, et que le roi certainement d'abord aimait rire, mais ensuite avait besoin de rire, parce que je pense qu'il avait besoin de temps en temps d'être soulagé de l'énorme charge qu'il faisait sur ses propres épaules. Et je pense qu'il y est sensible aussi parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les principes, les valeurs qui sont au cœur du théâtre de Molière me semblent aussi au cœur de la politique de Louis XIV, ce refus du fanatisme, des excès de toutes sortes, de l'hypocrisie, de la courtisanerie aussi, parce que contrairement à la légende, Louis XIV était profondément rétif à la flatterie et aux excès de courtisanerie. Il était coutumier de toutes sortes de plaisanteries pour ridiculiser ceux de son entourage qui abusaient de la flatterie. Il est sensible aussi certainement à cet équilibre qu'il y a dans le théâtre de Molière entre la place qui est due à la cour et au rang et à la naissance, mais en même temps aussi au mérite, et ce discours aussi qu'il y a, qu'on trouve par exemple dans Don Juan, sur l'indignité de certains seigneurs qui ne sont pas dignes par leur comportement des privilèges que leur a donné la naissance. Donc tout ça, je pense, rentre profondément en résonance avec la politique de Louis XIV. Alors vous insistez, Laurent Dandrieux, sur le fait que le roi va protéger Molière, y compris lorsque ses ennemis se déchaîneront, à propos de Tartuffe, à propos de Don Juan, même déjà avec Les Précieuses ridicules ou avec Monsieur de Pourceaugnac, où on l'accuse de se moquer de la noblesse, ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, ce que personne avant vous n'avait tellement mis en évidence, c'est que ce rôle de tapissier du roi et de valet du roi donne à Molière ses grandes et ses petites entrées auprès du monarque. Et en fait, ce n'est pas une charge purement honorifique. Vous insistez sur le fait qu'il l'a véritablement exercé presque toute sa vie, et que ça lui a permis en effet d'être véritablement très proche de Louis XIV et de déjouer beaucoup de cabales contre lui. Oui, c'est en réalité une charge très absorbante qui, d'une part, nécessitait d'être présent au lever du roi quasiment tous les jours pendant un trimestre par an, et puis qui supposait aussi de le suivre dans ses déplacements qui étaient fréquents, notamment au début du règne, puisque le valet tapissier a aussi fonction de préparer la chambre du roi et de la déménager quand le roi va d'un château à un autre. Et donc les témoins nous disent que Molière a accompli cette tâche avec énormément d'assiduité, même s'il avait effectivement la possibilité de se faire remplacer quand cette tâche était incompatible avec sa vie théâtrale. Mais cette assiduité lui a permis certainement de gagner la confiance du roi, d'abord par sa fiabilité, parce que à une époque, et d'ailleurs peut-être même encore aujourd'hui, où les comédiens ont toujours un peu l'image de ne pas être des gens très fiables et très sérieux, ça lui a permis de montrer quotidiennement au roi qu'il était au contraire quelqu'un de fiable, de responsable, sur qui on pouvait faire fond. Et puis effectivement, cette
Ça lui a permis de rentrer dans l'intimité du roi à ce moment particulier de la journée, comme je vous le disais, avant l'entrée du public dans la chambre du roi, où le roi se laissait aller un certain naturel, probablement aimait discuter aussi avec ses valets parce que ça lui permettait d'avoir un écho de ce qui se passait dans le pays, beaucoup plus spontané et beaucoup plus naturel que ce qu'il pouvait entendre à la cour. Et puis probablement cette proximité avec Molière a permis à Louis XIV, qui aimait se tenir au courant de tout, d'être informé très précisément sur la vie du milieu artistique parisien. Et donc il s'est certainement tissé par ce biais un lien de proximité, de complicité, de confiance. Et puis ce lien de complicité, il s'est tissé aussi d'une autre façon sur laquelle il ne faut pas oublier d'insister, c'est qu'ils ont joué ensemble dans les mêmes spectacles, où Molière jouait, où le roi dansait. Et ça, forcément, ça crée une complicité à laquelle on ne pense pas souvent, mais à tort. Alors, ça explique aussi, tous ceux qui ont été élevés avec le Lagarde et Michard le savent bien, que Louis XIV va éviter à Molière la honte des obsèques civiles qui étaient en principe réservées aux comédiens qui n'avaient pas pu renier leur passé théâtral. Molière antichrétien ? Molière antichrétien, non, c'est une fable bizarrement répandue par deux sortes de gens, c'est-à-dire les ennemis dévots du temps de Molière et les modernes athées d'aujourd'hui qui se rejoignent pour colporter cette légende. C'est probablement pas un chrétien très fervent qui devait faire peut-être le minimum syndical en termes de piété, c'est-à-dire faire ses Pâques et faire baptiser ses enfants, et qui menait probablement au niveau des mœurs une vie pas forcément toujours exemplaire. En même temps, il n'y a absolument rien dans sa vie et dans son œuvre qui permette d'accréditer ces accusations d'impiété ou d'en faire un athée militant. Et quand on lit aujourd'hui le Tartuffe, les chrétiens les plus exigeants ne peuvent pas y voir autre chose que cette pièce est en réalité, c'est-à-dire une dénonciation de l'hypocrisie religieuse, cette hypocrisie religieuse qui était dénoncée déjà à l'époque de Molière par des esprits aussi éminents que Saint François de Sales ou Bossuet. Tout comme Don Juan n'est en rien un traité d'athéisme. Non. Alors, Don Juan est un chef-d'œuvre, et comme souvent les chefs-d'œuvre, est ambigu et on peut en faire des lectures diverses. Et on a voulu en faire un traité d'athéisme dans la mesure où l'athéisme y est défendu par le personnage de Don Juan, qui est beaucoup plus intelligent et brillant que son valet, qui lui défend la religion catholique. Mais on oublie quand on dit cela que Don Juan est décrit dans la pièce comme une abominable crapule, alors que le valet, tout lourd qu'il soit, était à l'évidence un homme honnête et estimable. Donc je pense que ça suffit d'une part, ce simple fait suffirait à démontrer que cette accusation portée contre la pièce d'être un manifeste athée est absurde. Laurent Dandrieux, malheureusement, cette émission touche à sa fin. Nous aurions pu discuter encore un long moment tant votre livre est dense. Je rappelle à nos auditeurs que vous publiez aux éditions Artege Le Roi et l'Arlequin, Louis XIV, Molière et le théâtre du pouvoir. Un ouvrage de 200 pages pratiquement, vendu 17,90 €, qui est tout à fait remarquable et d'une grande modernité. Je ne saurais trop inciter à le lire pour tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on comprend à travers ces pages. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation et j'espère avoir l'occasion de la renouveler.